Deuxième partie du 120% News qui va vous convaincre. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 21h. 4 personnalités, 4 points de vue et 90 secondes chrono pour convaincre. Ce soir, nous sommes avec Alain Duhamel. On va parler Covid et d'un président qui prend toujours seul les décisions finales. Et alors, Lydia Guirous, prise dans la tempête, Audrey Pulvar, aujourd'hui devrait peut-être quitter ses mandats ou son mandat d'adjointe à la mairie de Paris. Louis Boyard, qui représente Solidarité étudiante. Le week-end de Pâques arrive. Le ministre de l'Intérieur a d'ores et déjà prévu de mettre du monde pour contrôler les Français. Non à la répression, un peu plus de compréhension, monsieur le ministre. Et puis, Céline Pic, la créatrice de Balance ton port. Sandra Muller sera jugée en appel demain pour diffamation. Une condamnation, selon Céline, serait terrible pour la libération de la parole des femmes. On va commencer avec Alain Duhamel, éditorialiste politique. Le président de la République étudie tous les scénarios possibles afin d'enrayer la flambée épidémique. On a un conseil de défense demain, une prise de parole dans les jours à venir, sûrement pour annoncer ces mesures. La dernière prise de parole d'Emmanuel Macron, c'était jeudi dernier. Et donc sans doute dans les prochains jours, les prochaines semaines, nous aurons des nouvelles mesures à prendre. On les prendra tous ensemble, à la lumière des faits, en étant transparent, on le fera en temps réel. Mais je veux aussi vous donner, pas une lueur d'espoir, mais une perspective raisonnable d'espoir. C'est que nous avons quand même, grâce à la vaccination que nous allons déployer, des caps plus sûrs qu'il y a quelques mois. On attend cette prise de parole présidentielle alors qu'on a des chiffres qui ne sont pas bons. Une chose est certaine, le président va écouter, lire, regarder les cours, mais finalement, la décision lui revient à lui seul et il a raison. Alain Duhamel, 90 secondes chrono pour convaincre, c'est parti. Alors il n'a pas forcément raison sur chacune de ses décisions, mais il a raison d'être celui qui prend les décisions. Alors en ce moment, il y a une polémique qui est classique d'ailleurs, mais enfin qui existe sur concentration excessive du pouvoir, exercice solitaire du pouvoir, pouvoir vertical, etc., etc. Moi, je crois que, en fait, d'abord, on est dans la logique des institutions de la Ve République. On est dans un régime néo-présidentiel. Dans ce régime, on le sait bien, l'exécutif l'emporte sur le législatif et le président sur le Premier ministre. C'est comme ça, c'est ce qu'il fait et il n'y a pas à en être étonné. Et quand d'ailleurs il arrivait à certains de ses prédécesseurs, peu nombreux, mais enfin je pourrais avoir deux cas, de ne pas le faire, on le leur reprochait également en sens inverse. La deuxième chose qui me paraît être vraiment une évidence, c'est que qui, au bout du compte, c'est dans un an, c'est dans pas très longtemps, qui sera considéré comme responsable de la situation, comme responsable de la façon dont on aura fait face, par exemple, au Covid. C'est évidemment lui. À partir du moment où il sera considéré comme le responsable, et c'est normal qu'il soit considéré comme le responsable, c'est bien entendu à lui de prendre les décisions. Et enfin, quelle est l'alternative au pouvoir présidentiel? C'est le régime parlementaire. Le régime parlementaire, on l'a essayé un peu sous la Révolution, longtemps sous la Troisième République et un peu plus brièvement sous la Quatrième. Ça a raté à chaque fois inexorablement. Personne ne prenait plus les décisions. Donc Emmanuel Macron décide au final et il a raison, c'est à lui que revient les décisions. Louis Boyard, place au débat. Oui, la Ve République fonctionne comme ça, mais c'est pas parce que la Ve République fonctionne comme ça qu'on doit s'en réjouir. Il utilise non, mais on a le droit de s'en réjouir. Ah, mais on a le droit de s'en réjouir. On a le droit d'en pleurer, on a le droit de se mettre dans une colère terrible, mais on a le droit de s'en réjouir aussi. Et du coup, on a aussi le droit d'être critique du fait qu'Emmanuel Macron prenne les décisions tout seul, et notamment que parce qu'il les prend tout seul, parfois il fait des erreurs. Est-ce que c'est parce qu'il les prend tout seul ? Je pense, oui. Il a aussi fait des erreurs en écoutant beaucoup trop de monde. On se rappelle du premier confinement où il a écouté tous les médecins qui étaient juste pour enfermer, où on a donné parfois le pouvoir aux élus locaux et on a vu des décisions qui étaient quand même aberrantes, genre ne pas pouvoir s'asseoir sur un banc public plus de 2 minutes dans certaines communes. Parfois, c'est un peu inquiétant quand on donne le pouvoir aux élus locaux qui font preuve d'imagination dans le pire. Alors, dans la Ve République, il y a aussi quelque chose qui est assez inédit, qui est en fait le
référendum, et ça fait très longtemps que dans la Ve pour République, organiser un en tout cas sous référendum, c'est Emmanuel compliqué Macron, sur cette on n'a pas eu de question. référendum. Mais Il a proposé d'en faire un en septembre. Hein. Oui, mais là, on verra si le Sénat s'y oppose ou pas, mais il l'a proposé. Il a proposé d'en faire un en septembre sur un sujet très consensuel qui est l'écologie. Mais bien sûr, pendant la crise sanitaire, c'était difficile. Mais pendant les Gilets jaunes, est-ce que c'était pas le moment de faire un référendum? Regardez De Gaulle avec 68. Ah, il nous a fait un référendum. Là, il nous a fait un bon usage de la Ve République. Pendant la crise sanitaire... Alors, moi qui croyais bien connaître l'histoire politique française, pour l'observer depuis un certain temps, puis l'avoir étudié, je ne savais pas quel est le référendum de Gaulle en 68. Je vous signale qu'il l'a proposé et il l'a retiré. Oui, c'est en il y a eu le référendum. Votre exemple, franchement, il est boiteux. Attendez, vous êtes de mauvaise foi. Laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer. Est-ce que ce que je dis est vrai ou pas? Non, c'est vrai. Quand je parle du référendum de 68, je parle de Charles de Gaulle qui avait fait un référendum et qui avait démissionné après avoir perdu le référendum. Mais c'est en 69. C'était en 69. Mais ce serait être de mauvaise foi que de dire que c'était pas aussi un catalyseur de 68. En 68, il a proposé à chaud de faire un référendum et il l'a retiré. Et 69 était de toute façon, quand on dit il prend seul les décisions, ça ne veut pas dire il prend 10 000 décisions par jour tout seul. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, et bien évidemment, il voit des gens, il se déplace, il écoute, il reçoit des rapports, etc. Et il y a beaucoup de décisions locales ou des décisions intermédiaires qui sont prises par d'autres, par le Premier ministre, par tel ou tel ministre, etc. Mais en revanche, quand il s'agit des décisions centrales, c'est lui qui les prend, comme l'ont pris ses prédécesseurs. Et puisque vous parlez du général de Gaulle, franchement, quand il y avait une décision importante à prendre, il ne laissait pas ça au secrétaire d'État, aux anciens combattants. Alors, je pense qu'on voit quand même aussi les limites de la Ve République et au-delà d'agiter l'éventail de la IVe République comme toujours pour ne pas remettre en cause ce système présidentiel où on a une sorte de Jupiter qui serait omniscient et qui arriverait à prendre toutes les décisions en prenant toutes les... C'est le contraire de ce que je viens de dire. Non, mais on est aujourd'hui aux limites de la Ve République dans cette crise sanitaire et on voit aussi ce qui se passe et les autres modèles par rapport à d'autres modèles européens. Et je parle par exemple au niveau de l'Allemagne. Il y a un modèle qui soit fédéral avec des régions qui soient fortes, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être davantage... Parce que là, on prenait l'exemple d'une petite commune qui pouvait prendre un arrêté complètement absurde, mais je crois que la place des régions, par exemple, des Länder en Allemagne, est peut-être une piste à suivre pour réformer nos institutions. Et là, Jupiter, omniscient, qui s'improvise épidémiologiste, parce qu'il y a une tribune qui est assez rigolote dans le monde, où apparemment l'entourage d'Emmanuel Macron dit que maintenant il a les niveaux de compétences d'un épidémiologiste, je ne le pense pas. Et on est dans un pouvoir qui isole, on est à l'Élysée, on est seul, entouré d'un certain nombre de courtisans qui et on peut regarder ce qui se passe chez nos voisins et en particulier chez nos voisins allemands qui ont un fonctionnement beaucoup plus fédéral. Justement, si on le fait, on s'aperçoit de quoi? Et ça, si vous lisez Le Monde par exemple, ça, vous aurez pu lire beaucoup d'articles là-dessus, que entre la chancelière et les Länder, ils sont en ce moment, depuis le début du Covid, ils sont très souvent en opposition ça s'appelle et quelquefois en crise. Ça s'appelle le débat, ça s'appelle le débat démocratique. Parce que la démocratie, c'est forcément la crise. Non, ça s'appelle rechercher un consensus et ça veut dire aussi confronter les idées. C'est pas non plus un pouvoir qui sont descendants. Heureusement qu'on n'est pas tous d'accord. Ça veut dire qu'en Allemagne comme en France, quand la période est une période de stress et de drame, les relations entre les pouvoirs sont tendues. Fédérales ou pas fédérales. Lydia Guiraud. Mais là, il n'y en a qu'un seul ici en France. Que la décision revienne à un seul homme en temps de crise ou en crise sanitaire comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, celui qui a la légitimité pour décider, c'est Emmanuel Macron et c'est lui qui doit décider. Évidemment, je pense que c'est un homme extrêmement intelligent et qu'avant de décider, il consulte des scientifiques, il entend aussi les demandes des différents élus et il fait ça en responsabilité, en prenant ensemble l'ensemble des aspects, c'est-à-dire évidemment le sanitaire, mais évidemment également l'économique, le social, la répercussion sur les plus jeunes enfants et il fait ça en responsabilité dans l'intérêt de la France. Et pour le moment, puisqu'il ne décide pas jusqu'à ce jour de reconfiner, donc moi je salue son courage politique sur ce point-là. Ouais. Mais vous préfériez, Louis, qu'il passe par le Parlement, par exemple, ou tout du moins par l'Assemblée nationale avant chaque prise de décision de confinement ou autre, en fait?
Mais l'urgence... Pour vous, ça paraîtrait plus logique. En fait, pour moi, ce qui me paraîtrait plus logique, c'est qu'en fait, il ne gouverne pas contre son peuple. Je vous ai donné l'exemple du référendum de 69, catalyseur de 68, mais merci de m'avoir corrigé, même si je pense à 69. Vous méritiez de l'être. Mais oui. Mais en fait, ce qui est critiqué, c'est pas le fonctionnement de la 5e... Enfin oui, on critique le fonctionnement de la 5e République, mais c'est le pourquoi, le comment il prend les décisions et quelles en sont les conséquences. Par exemple, concrètement, là, pendant cette crise Covid, là, on va peut-être avoir un confinement. Vous souhaiteriez qu'avant qu'Emmanuel Macron ne prenne cette décision, la majorité se soit par exemple votée à l'Assemblée nationale? Oui, bien sûr que oui. Et je ne comprends pas mais que compte tenu de la majorité qu'ils ont, de toute façon, ça passera et la décision sera suivie. Mais on est en guerre, on est dans une forme d'urgence où les choses évoluent là, ça veut dire semaine après semaine. Mais évidemment qu'il peut y avoir un débat parlementaire, mais vous savez bien que la majorité, elle est telle qu'elle est et que ça passera. Non, mais sur un confinement... à ce moment-là, on acte que l'Assemblée nationale, si avant de prendre une décision, il faut qu'il y ait avant un vote parlementaire, c'est pas la peine de dire qu'il y a un président de la République sur la 5e République. J'ai une question. À quoi bon la démocratie finalement? Parce que Emmanuel Macron, on n'a pas voté. Laissez-moi vous expliquer. Emmanuel Macron, le peuple français ne s'est pas prononcé sur quelle gestion de la crise sanitaire il voulait. On est en train de dire, on pourrait passer par l'Assemblée nationale. Vous nous dites, mais l'Assemblée nationale va suivre le président Emmanuel Macron. Il a une majorité qui vote d'un seul homme. De toute façon, les Français le voient. Sont d'accord ou ne sont pas d'accord. En règle générale, les Français sont plutôt pas d'accord, d'ailleurs. Ni avec lui, ni avec ses prédécesseurs. Mais c'est leur droit, c'est eux les citoyens. Bon, mais au bout du compte, c'est dans un an. Dans un an, c'est quand même pas hors de portée. Dans un an, les Français jugeront. Soit ils seront suffisamment contents de ce qu'il leur a fait et ils le rééliront, soit ils trouveront qu'au contraire, il n'a pas fait ce que eux souhaitaient qu'il fasse, ou que les résultats ont été mauvais et il sera battu. C'est ça la démocratie. Et là, c'est quand même assez révélateur ce que vous dites sur l'Assemblée nationale. Ils votent comme un seul homme, donc en fait, il n'existe plus. On connaît la... moi je l'ai dit, ils votent comme un seul homme, c'est quand même révélateur de quelque chose où on n'attend plus rien du Parlement, à part être une chambre d'enregistrement des décisions qui sont prises au niveau de l'exécutif. C'est problématique. Non, mais en fait, on sait très bien. Je pense que s'il y avait des débats au Parlement, s'il pouvait y avoir même des commissions d'enquête sur comment a été géré le premier confinement, etc., ça a été demandé à l'Assemblée nationale, entre autres, et des débats et un devoir de transparence. Là, on pourrait imaginer des débats, même à l'intérieur de la majorité présidentielle. Je suis désolé, cet après-midi, à l'Assemblée, il y avait les questions orales avec débat, et on entendait comme ils sont là pour ça, et on entendait des députés de l'opposition qui disaient ils demandent une commission d'enquête aussi. Mais attendez, prenons un exemple concret, Duhamel. Céline, Nidia et Louis, prenons un exemple concret. On est peut-être à la veille d'un nouveau confinement. Demain, Conseil de défense. Le Conseil de défense peut très bien dire au président de la République, avec le Conseil scientifique, Monsieur le Président, nous vous proposons qu'il y ait un confinement, hypothèse, de 6 semaines. Le chef de l'État pourrait très bien dire, Monsieur le Premier ministre, vous mettez ça à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale demain et on fait voter. Pour vous, ce serait quelque chose qui vous paraîtrait mieux que de décider comme un seul homme. Oui, bien sûr. Et j'irai même plus loin. On nous avait parlé d'un grand débat qui devait être une révolution dans une démocratie. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu un seul débat où les citoyens pouvaient participer pendant le Covid? Il y en a eu. Et quand vous disiez... Vous n'avez pas lu Le Monde. C'est très mal de pas lire Le Monde. Expliquez-moi quel débat alors. Alors je vous dis pas que ça marche bien, je vous dis pas que ça va révolutionner les choses, mais vous me dites qu'il y en a pas. Moi je vous dis si, il y a un certain nombre de citoyens qui ont été tirés au sort et qui sont censés prendre position là-dessus. Oui. Je suis d'accord, on ne les entend pas beaucoup. Non. Et puis surtout, tous les citoyens ne peuvent pas y aller. Simplement, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Non, puis on est en crise, on est soi-disant en guerre contre la Covid et un chef c'est fait pour cheffer. Donc à un moment Emmanuel Macron tranche et prend les décisions, c'est lui le président de la République. Très bien, là c'est la prise de position d'Alain Duhamel. Au final, c'est Emmanuel Macron qui décide, à raison ou à tort, mais c'est lui le patron. On va voir ce que vous avez pensé de cette prise de position. Nidia Guirousse, moi je suis convaincu, oui, je crois que vous l'avez compris. Il me semble. Louis Boyard. À entendre tout ça, je me demande à quoi bon être en démocratie, donc moi je suis absolument pas d'accord. D'accord. Moi non plus, je suis pas d'accord, je pense que la 5e est à bout de souffle, et il serait temps de passer à la 6e rapidement. Écoutez, 2 rouges pour Alain Duhamel. Attendez, on va regarder, la question avait été posée sur Twitter.
sondage express, humeur de ceux qui regardent, ça n'a aucune valeur scientifique. Est-ce qu'il a raison de choisir seul? Non, à 71%. Vous voyez qu'on est en démocratie. Ici, et c'est pas moi qui décide tout seul. Mon cher Alain Duhamel. Tempête autour d'Audrey Pulvar. Après ses déclarations sur les réunions non mixtes, ça n'a pas arrêté depuis vendredi dernier. Pas un jour sans des réactions et des débats sur les réseaux sociaux. On en a compilé quelques-unes. Quand on a un responsable politique, on doit rassembler, on ne doit pas exclure, on ne doit pas chasser. Et je pense que les propos d'Audrey Pulvar sont à minima maladroits. Et je pense que c'est une erreur parce qu'un responsable politique doit au contraire se battre sur le fond des choses. Je crois qu'elle se discrédite définitivement. Et elle n'a pas l'excuse d'être une imbécile. Parce qu'elle ne l'est pas. Elle n'a pas l'excuse d'être, inculte. Parce qu'elle ne l'est pas. Ce qu'on trouve énorme, excusez-moi, c'est le fait que des gens qui ont été... qui font souvent preuve de racisme, dont les partis ont été condamnés pour racisme, se permettent aujourd'hui de traiter des personnes racisées de racistes. Alors, on y vient maintenant avec Lydia Guirousse. Après cette polémique et avoir assumé des réunions non mixtes durant lesquelles des personnes blanches au moins devraient écouter et se taire, selon Lydia Guirousse, Audrey Pulvar devrait laisser la place, au moins en tant qu'adjointe, à la mairie de Paris. Alors, Stop chrono. Alors, Audrey Pulvar, je pense, ne peut plus être candidate aux élections régionales en Ile-de-France. Elle s'est discréditée avec les propos qu'elle a tenus. Et pour rappeler ses propos, c'était « les Blancs doivent se taire dans certaines réunions interdites aux Blancs ». Qu'est-ce que c'est si ce n'est du racisme? Et en fait, c'est dans la droite ligne de tous ces mouvements qui sont en train de gangréner la gauche et qui sont en train de tuer petit à petit la gauche universaliste, la gauche républicaine. C'est le mouvement racialiste. C'est un mouvement en fait qui est un nouveau racisme, mais de gauche. Sous prétexte que ce seraient les Blancs qui sont des dominants, qui auraient un white privilege, c'est-à-dire un privilège blanc, eh bien ce racisme serait acceptable. Et donc on est là face à des personnes qui sont en train de trier en fonction de la couleur de peau, des personnes qui il y a quelques années ont milité parfois activement pour faire disparaître le mot race de notre Constitution et qui sont en train de remettre au cœur du débat public le terme de race. Et je trouve ça absolument dangereux pour notre cohésion, absolument dangereux pour la République une et indivisible. Et le PS aujourd'hui, Anne Hidalgo également, qui se veut aussi peut-être candidate à l'élection présidentielle, doit absolument condamner et arrêter la candidature d'Audrey Pulvar au régional en Ile-de-France s'ils veulent être fidèles à l'universalisme et s'ils veulent être fidèles aux valeurs de la République, parce que le racialisme détruit la République. Il faut absolument le combattre chaque jour, parce que la République est un combat de chaque jour et aujourd'hui les ennemis sont très nombreux et notamment à la gauche. Audrey Pulvar, il faut laisser la place. Céline Picard. Alors là, je pense qu'il faut quand même mesurer les propos et recadrer un petit peu le cadre de la discussion. Ça fait 3 jours qu'on est parti dans un débat, mais que je trouve complètement lunaire. Déjà, le terme de racialiste, il faudra qu'on le définisse exactement. On n'arrête pas de lancer des invectives contre Audrey Pulvar, alors qu'elle a eu un propos beaucoup plus mesuré. Elle a une tribune que ce qu'on veut faire croire. Elle a une tribune dans le Monde, qui est très très claire. Toujours la même qui est chose. très très claire. Attendez, je réponds. Qui a été très claire. Oui, il y a des espaces non mixtes et je suis, moi, dans une association féministe, Oser le féminisme, où on fait des réunions non mixtes entre femmes. Et vous triez les femmes en fonction de leur couleur de peau? Je parle de la cause des femmes et je pense qu'on peut activer... on peut faire exactement le même parallèle sur les associations qui luttent contre... en fonction de la couleur de peau? On fait également aussi des réunions. On fait des réunions non mixtes entre femmes quand il s'agit de parler de violences sexuelles, de questions des lesbiennes. On est une association féministe. Oui. On est une association féministe. Vous le faites en que fonction dans des l'UNEF. couleurs de peau. Laissez-moi finir la J'aurais aimé une réponse assez claire, c'est facile. On est une association qui lutte pour les droits des femmes. Oui, donc on fait des couleurs de peau. Parce que l'intersectionnalité, c'est aussi quelque chose qui arrive et qui est assez destructeur pour la République. Des réunions non mixtes. Mais là, elle me coupe. Vous me coupez beaucoup la parole. Donc, on est aujourd'hui sur l'UNEF est une association bien sûr ouverte à tous et à toutes. C'est un syndicat étudiant qui se saisit d'un certain nombre de questions. Ces propos sont complètement exagérés par rapport à la réalité de ce qui se passe dans ces réunions. Il y a des réunions où il y a besoin de libérer la parole. C'est ce qu'on dit sur MeToo et c'est ce qu'on dit aussi dans les associations antiracistes. Est-ce que vous pourriez faire une réunion de femmes noires interdite aux femmes blanches?
Si elles veulent se réunir entre elles pour pouvoir parler de la lutte contre le racisme, oui, je ne suis pas du tout choquée. Donc on a le coming out de féminisme qui fait aussi des réunions en fonction de la couleur. C'est-à-dire qu'on est en capacité de se mobiliser, on est en capacité de se mobiliser pour avoir des échanges entre nous, entre femmes, oui, de la entre ségrégation. femmes. Et donc, à partir du moment... traiter les personnes en fonction de leur couleur de peau, c'est du racisme, madame. C'est faux. Mais vous dites vous-même que vous pourriez organiser un groupe de parole de femmes noires. On est une association qui lutte pour les droits des femmes. Donc on se réunit entre femmes. C'est pas le cas d'Oser le féminisme. Simplement, on a aujourd'hui la possibilité pour l'émancipation. Et ce qui est marrant, en fait, je voudrais quand même finir juste une phrase, parce que là, ça commence à être carrément désagréable. Dans le cas de Laure Adler, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est la cabale qu'il y a contre Audrey Pulvar aujourd'hui, qui est d'une violence inouïe quand on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et quand Laure Adler raconte exactement la même histoire en parlant de son expérience au MLF il y a 50 ans. Il y a 50 ans, merci de le préciser. Complètement. Il y a Donc, en fait, ça fait 50 ans qu'il y a des réunions non mixtes. La cause des femmes a évolué en France. Il y a 50 ans, peut-être que les femmes avaient besoin de parler sans présence des hommes. Pour parler de violences sexuelles, la mixité fait avancer la cause des femmes. On ne pourrait pas avancer la cause des femmes sans les hommes. Disent s'il y a un homme blanc, on peut lui recommander de se taire. Voilà, c'est ça qui d'ailleurs, elle le dit très bien dans sa tribune, c'est de dire simplement, est-ce qu'on pourra avoir un moment entre nous pour discuter? Ce n'est pas statutaire ce n'est pas dans les statuts de l'UNEF. Alors, qu'on entende les autres la possibilité aujourd'hui d'avoir un espace de discussion, et il faut bien faire la différence entre l'espace de discussion et ensuite un espace de restitution qui lui est mixte pour ensuite prendre des décisions collectives dans la mixité. Donc, ça c'est la grosse différence, c'est qu'il y a derrière, après il y a une restitution, il y a un débat et qui lui est mixte et ouvert à tous et à toutes. C'est comme ça que ça fonctionne dans les associations féministes depuis toujours, et ça ne me choque pas que pour la lutte antiraciste on puisse simplement discuter de nos problèmes comme un groupe d'alcooliques anonymes qui vont demander à avoir des alcooliques autour de la table pour discuter de leurs problèmes d'alcoolisme. D'accord, pour regarder la réponse d'Audrey Pulvar dans la Tribune du Monde aujourd'hui, quelques lignes dans lesquelles elle dit « Jamais je n'ai prononcé ni conçu les mots « les Blancs doivent se taire », une telle phrase ne m'aurait même pas effleuré l'esprit ». Alors, ces mots sont... J'ai évoqué la possibilité de citoyens qui ne sont pas victimes de racisme y participent, mais dans une écoute bienveillante. Mais elle dit quand même, j'ai réécouté l'extrait, on peut à ce moment-là leur recommander de se taire. Elle le dit, j'ai utilisé le verbe se taire parce que c'est généralement ce que l'on fait quand on veut réellement écouter l'autre avant de prendre la parole. Donc voilà, elle explique. J'ai juste une question. À partir de quand on est blanc, en fait? Est-ce que moi, je suis considérée comme blanche? Je pense que vous comprenez. Dans les J'aimerais laissez-moi vous expliquer. À partir de quand on est blanc? Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Alors, déjà, j'ai une première question. Louis Boyard. La dernière fois que vous avez parlé à une personne qui a participé à ces réunions, elle vous a dit quoi? Moi, je ne fréquente pas des gens qui trient en fonction de la race, de l'origine, de l'ethnie ou de la religion. D'accord. Donc, premièrement, il vous manque un point de vue. J'ai une deuxième question. À partir de quel moment quelqu'un a organisé une réunion? À partir de quel moment? Alors, à partir de quel moment quelqu'un a organisé une réunion interdite aux Blancs? Dites-moi. Ah, bah écoutez, je crois que l'UNEF l'a dit et l'a assumé. Très bien. C'est l'exemple que je vous voulais que vous... Je crois que madame vient de laissez-moi vous expliquer. Est-ce que vous trouvez ça normal de trier en fonction de... Vous parlez beaucoup de République, mais vous êtes incapable d'avoir un débat correctement. Vous avez donné l'exemple de l'UNEF. Parfait. L'UNEF n'organise pas des réunions interdites aux Blancs. Je le dis, je ne suis pas syndicat à l'UNEF et pourtant je connais beaucoup de personnes à l'UNEF. Par contre, elle organise des réunions où les personnes qui subissent du racisme viennent s'exprimer. Madame, quand est la dernière... Non, un blanc peut venir. Vous pouvez aller à cette réunion. Vous pouvez aller raconter par exemple la dernière fois que vous avez subi un contrôle au faciès ou la dernière fois qu'on vous a refusé un appartement parce que votre couleur de peau, votre nom ne plaisait pas. Vous pouvez aussi aller expliquer. Mais je n'en sais rien. Vous connaissez mes origines? Non, je vous demande à partir de quand on est considéré comme blanc. Est-ce que moi je suis considérée comme blanche? Alors je suis de discussion entre personnes qui s'estiment être victimes de racisme. Que ce soit clair, attendez, ne vous coupez pas la parole. C'est juste pour la fluidité du propos et la compréhension du raisonnement. Louis Boyard, finissez et ensuite Alain Duhamel quand même, qu'on vous entende. En fait, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que toutes les personnes qui sont victimes de racisme peuvent y aller et peuvent aller s'exprimer. Si c'est votre cas, vous pouvez y aller. Après, si jamais vous pensez que les Blancs ne peuvent pas subir de racisme, alors dans ce cas, vous avez une incohérence dans vos propos, puisque vous supportez le racisme anti-blanc. Ces réunions-là ne sont que des réunions pour que les personnes qui subissent du racisme puissent aller s'y exprimer. Ça n'a jamais été des réunions interdites aux Blancs. Si vous pensez que les Blancs ne peuvent pas y aller, alors ça veut dire que le racisme anti-blanc n'existe pas pour vous. Une incohérence de plus dans vos propos. Alors Alain Duhamel, c'était Audrey Pulvar, on regarde ce qu'elle a dit, c'est
disqualifiée. Alors, moi, je connais un peu Audrey Pulvar. Il m'est arrivé de débattre avec elle en duel. C'est une femme intelligente. Je connais très bien en plus son histoire familiale et qu'elle soit particulièrement attentive à ce genre de questions, je trouve ça normal. Là, je considère qu'elle a fait une grosse maladresse. Je n'en fais pas le symbole de tous les polémiques de la Ve République ou de la France. Bon, elle a été maladroite. Je trouve que ça aurait été plus simple de dire, bah oui, j'aurais pas dû m'exprimer comme ça. Point final. Bon, ça, pour moi, ça n'est pas, c'est pas un sujet qui m'enflamme. Ou plus exactement, le sujet lui-même, si m'enflamme, mais en l'occurrence, ce qu'elle a dit ne m'enflamme pas. Je me suis dit, oui, bon, bah d'accord, elle s'est mal exprimée, c'était pas très malin, et puis voilà, faut pas en faire une histoire. Faut simplement qu'ensuite, elle évite de donner des leçons sur le même sujet trop vite, qu'elle prenne un petit peu de temps. Bon, mais voilà. Et ça ne vaut pas le fait qu'elle quitte les élections régionales. Cela dit, non, je ne dirais pas ça. Non, mais je ne dirais pas ça. Cela dit, ce qu'il faut quand même ne pas oublier dans la discussion, c'est que non pas ce qu'elle disait, mais ce que cela impliquait a suffisamment perturbé à gauche pour qu'il y ait des positions discordantes. Et qu'en particulier, on voit très bien qu'une partie de la gauche était non seulement mal à l'aise avec ce qu'elle avait dit, mais était réellement perturbée parce que c'était l'expression classique du fond d'une culture de gauche qui semblait, en l'occurrence, remise en cause. Alors, je répète, en ce qui me concerne, ce qu'elle a dit, je prends ça pour une maladresse verbale et je n'en fais pas une histoire. Mais je relève, au fond, ce qui m'intéresse dans cette histoire. C'est pas tellement ce qu'elle a dit, ou maladresse, pas maladresse, etc. Ça nous arrive tous de dire des choses malheureuses, hein, par principe. Mais la virulence avec laquelle la gauche s'est disputée et divisée sur ce sujet, avec des polémiques, elles, très virulentes, veut dire que ça touche aussi à quelque chose qui, en ce moment, inquiète. Et ce quelque chose qui, en ce moment, inquiète, pour moi, c'est, en simplifiant, l'aptitude des Français d'origines diverses, de sensibilités diverses, à vivre pacifiquement en France, et le fait qu'en ce moment, on a le sentiment qu'en France, alors pas simplement à propos de race ou à propos de religion, mais notamment sur ces sujets-là, on a l'impression que les fossés se creusent plus qu'ils ne se remplissent. Alors, on va regarder, parce que Lydia Guiraud, la discussion a été animée, c'est le moins que l'on puisse dire, votre prise de position. On va regarder ce qu'on en pensait, même si on l'a cru le comprendre, ceux qui ont débattu avec vous. Alors, suite à ces propos, Audrey Pulvar devrait laisser la place à Louis Boyard. Je pense qu'on s'attaque à elle avec un opportunisme et une grande incohérence, donc je suis absolument pas convaincu. Céline Picq. Absolument pas, et la virulence, elle vient plus de l'extrême droite et de la droite qui a des propos profondément choquants. Et Alain Duhamel? Bon, je dirais la finalité étant qu'elle laisse la place. Hein. Oui. C'est pas les propos. C'est ce à quoi je comptais répondre. Alors, je dirais que moi, je ne demande pas du tout qu'elle laisse la place. Je ne vois aucun inconvénient à ce qu'elle dirige sa liste. Mais je pense que pour sa liste, elle a perdu pas mal de voix. On va regarder donc ces 3 rouges. Mais on va regarder le petit sondage qu'on a lancé sur Twitter. Justement, est-ce qu'elle doit laisser la place, Audrey Pulvar, suite à cette polémique ? Est-ce que ce n'est pas quelque part clientéliste aussi ? Ah, peut-être, mais ça serait un autre débat. Alors, est-ce qu'on a le sondage ou pas ? Est-ce qu'elle peut encore représenter la gauche ? C'est non à 80%, donc finalement, c'est sur Twitter qu'on est d'accord avec vous. Lydia Guirousse. Ah oui, c'est massivement d'accord. Ah ben, je vois ça, 80%. Merci de le souligner, Alain. Oui, on va passer il faut être beau joueur. À Louis Boyard, de Solidarité étudiante. Ne vous avisez pas de sortir de la zone des 10 km lors du grand week-end de Pâques dans les départements dits confinés parce qu'on a le premier flic de France qui veille. Il s'appelle Gérald Darmanin. Il s'agit évidemment de pouvoir souligner l'importance, en attendant peut-être des mesures prises par le gouvernement d'ici le week-end de Pâques, de ce week-end de haut risque, de partir de son territoire et donc des contrôles qui seront encore renforcés, la mobilisation des policiers et des gendarmes, continuer ces contrôles intensifs dès jeudi sur les péages, dans les gares, pour éviter que les Français, effectivement, ne respectent pas la règle des 10 km jusqu'à lundi, mardi, ce grand week-end de Pâques. Donc vous avez compris que le ministre de l'Intérieur mobilise les forces de l'ordre pour contrôler les déplacements des Français à partir de ce week-end de Pâques. Pour Louis Boyard, on veut de la compréhension, de la solidarité
mais pas de la répression. Top chrono. Alors, les incohérents et les opportunistes étant sortis, je vais déjà d'abord faire une précision. Bien sûr que quand quelqu'un ne porte pas son masque et qu'il discute avec quelqu'un d'autre à 50 cm, il faut une verbalisation. On est en pleine crise sanitaire et il faut respecter les gestes barrières. En revanche, je m'interroge énormément sur le bilan que pose le gouvernement de ces actes. Aujourd'hui, après plus d'1 an de crise sanitaire, on a des personnes qui ne respectent pas les confinements, qui sortent dehors, qui ne respectent pas les gestes barrières, et le gouvernement ne propose que la répression, l'amende. Alors, ils n'auront jamais assez de force de police pour faire rentrer tout le monde chez soi, donc du coup, il faut peut-être se dire que ça ne fonctionnera pas. On mettra peut-être une amende à peut-être 2% des personnes qui violeront la loi, mais ça ne fonctionnera pas. Au final, les gestes barrières ne seront pas respectés, et on se retrouvera encore avec une transmission du Covid. Ce que je reproche, c'est qu'à chaque fois qu'ils font une mesure, ils ne tirent jamais le bilan de pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Parce que les Français ne suivent pas. On peut faire toutes les belles et grandes leçons, toutes les grandes et belles leçons de morale du monde. Si les Français ne suivent pas, les Français ne suivent pas. Et il faudrait peut-être réfléchir à pourquoi est-ce que les Français ne peuvent pas suivre ça. Je suis étudiant. J'ai connu les confinements, l'université à distance. Psychologiquement, c'était difficile. Et bien sûr qu'il y a eu des travers. Et pour les Français, psychologiquement, c'était difficile. C'est difficile toujours aujourd'hui. Et si on essaie d'aller gouverner contre eux, contre ce qu'ils veulent et contre ce qu'ils sont capables d'accepter, ils ne vont pas respecter les règles. Les gestes barrières ne seront pas respectés. Et on s'enfoncera encore plus dans la crise sanitaire. C'est pour ça que je dis que la répression n'est pas la solution, mais qu'il faudrait peut-être plus de compréhension pour gouverner avec les Français et pas contre les Français, dans l'intérêt des Français et contre cette crise sanitaire. Alain Duhamel, Lydia Guérousse. Écoutez, qu'il y ait des contrôles, il y a une décision qui a été prise. Donc la décision, elle a été prise. On n'a pas, il y a une règle. On peut la contester ou pas. Moi, je suis pas très heureuse de ne pas pouvoir quitter Paris pour le week-end de Pâques. Mais bon, je vais respecter la loi et que le ministre de l'Intérieur fasse des contrôles. Je trouve ça tout à fait logique, tout à fait cohérent et tout à fait normal. Il est dans son rôle. Il y a une règle, on la respecte. Oui, on respecte la loi. On la respecte. N'allez pas vous barrer à plus de 10 km. Non, mais je suis d'accord. Il faut respecter la loi. Ma question, c'est pas est-ce qu'il faut respecter les lois ou pas. Bien sûr que je pense qu'il faut respecter les lois. S'il y a des attestations, le ministre de l'Intérieur les fait respecter. Mais oui, ce que je dis, c'est que les lois ne sont pas respectées et qu'aujourd'hui, l'État n'est pas en mesure de faire respecter ces lois et que ça a des conséquences, la propagation du virus. Si les lois ne fonctionnent pas, alors il faut s'interroger sur les lois et sur leur application. Non. Non, en l'occurrence, ce sont des décrets. Et je trouve que les Français sont plutôt très respectueux. Ce sont des demandes sans illusion. Oui. Des recommandations. Des recommandations. Vous êtes d'accord avec ça ou pas Pas de répression, moins de répression, bon, Alain Duhamel. Moi, je suis d'accord pour trouver très désagréable de ne pas pouvoir s'en aller. J'avais prévu, comme chaque année, d'aller dans les Cévennes pour Pâques, d'aller au temple protestant dans un petit village, et je ne peux pas y aller, ça ne me plaît pas. Bon, mais ça ne me plaît pas, et je suis d'accord sur un point qui est que, évidemment, il n'y a aucun moyen pour empêcher, dans la réalité, les Français de s'en aller. Il va y avoir non pas des dizaines de milliers, mais des centaines de milliers de voitures. Bon, il est évident qu'on ne va pas verbaliser des centaines de milliers de voitures. Ça n'a même pas de sens. On en verbalisera un sur combien ? Un sur 10 000 peut-être, quelque chose comme ça. Ça n'aura pas de sens. Bon, mais reste que on est dans une période qui est particulièrement difficile et où on voit bien qu'on est entré dans une phase dans laquelle les Français sont exténués, ont du mal à vivre ça, et en particulier, il faut le reconnaître, les moins de 30 ans. Bon, au tout début du Covid, c'était plutôt les personnes de mon âge, très âgées, et en particulier celles qui étaient dans les EHPAD, pour qui c'était dur. Là, depuis quelques mois, c'est manifestement d'abord pour les jeunes. Donc, évidemment, il faut faire preuve de compréhension et faire ce qu'on peut pour en limiter les inconvénients. Mais il faut aussi encourager, je dirais, toutes les formes de respect, des demandes qui sont faites. Quand je parle des demandes, je ne parle pas des 10 km là, mais dans la vie quotidienne. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a quelque chose comme un assoupissement de la bonne volonté d'origine. Il y a quelque chose comme un relâchement. Et que ce relâchement, non seulement, mais bien sûr, je comprends. Mais je comprends très bien pourquoi. Ben, on le vit tous d'ailleurs d'une manière ou d'une autre, avec une intensité variable, mais on le vit tous. Mais ce que je veux dire, c'est que plus on se relâchera, plus le Covid durera. Et ça n'est l'intérêt de personne. D'où le petit rappel à l'ordre, le petit moment de communication du ministre de l'Intérieur, qui est dans son rôle. Oui, mais moi j'aurais préféré qu'on trouve une autre idée, franchement. En fait, Boyard et puis Céline Picq.
Je pense qu'il n'est pas dans son rôle, parce que son rôle, c'est de faire en sorte que l'épidémie, que la crise sanitaire se termine et que le virus se propage le moins possible. Or, en disant seulement, il peut pas non plus dresser une contravention au virus. Non, bien sûr que non. En revanche, il peut le rôle du ministre de l'Intérieur, c'est d'endiguer l'épidémie. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur dit on va aller dans le tout répressif. Or, le tout répressif ne fonctionne pas. Les gens continuent de ne pas respecter les gestes barrières. Il n'est pas dans son rôle. Il est totalement dans son rôle. Il fait respecter ces nouvelles recommandations, ce faux confinement. Donc un ministre de l'Intérieur qui porte des recommandations qui ne fonctionnent pas et qui les rappelle encore est dans son rôle en mobilisant les forces de l'ordre. Je trouve quand même qu'il ne faut pas exagérer. Je pense que les Français respectent globalement plutôt bien le confinement. On est au bout d'un an de mesures. Dans un an de mesures, regardez à Paris à 19h, il n'y a quasiment plus personne dans les rues. Le confinement, les couvre-feux sont globalement respectés, sont globalement plutôt bien respectés en grande majorité. Et le fait qu'il y ait une minorité qui échappe aux règles, il y a peut-être un rappel à l'ordre. Et après, l'acceptabilité des mesures est aussi importante dans les décisions qui sont prises et la pédagogie qui est faite. C'est-à-dire que, par exemple, j'aime bien comparer aussi les autres pays européens, le concept d'attestation, c'est quelque chose de typiquement français. Oui. C'est-à-dire que la responsabilisation des citoyens, on aime bien. En fait, ça se fait ailleurs où on explique les mesures et c'est en expliquant les mesures qu'on les rend acceptables aux gens. C'est pour ça que Emmanuel Macron, à mon sens, ne peut pas se permettre de renforcer et de reconfiner. Ça va être à mon avis, très difficilement accepté par les Français et je ne pense pas qu'il va s'aventurer vers ce type de décision. En fait, ce qui m'inquiète autour de ce débat, c'est que je vois deux dogmatismes. D'un côté, un dogmatisme qui dit c'est la loi, et c'est ce que vous dites, et je ne peux pas vous le reprocher. C'est la loi, et donc du coup, la loi, on doit la respecter. Je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que la loi n'est pas appliquée, elle ne fonctionne pas, et elle n'arrive pas à endiguer l'épidémie. Il y en a un autre, c'est vous qui dites une minorité de Français ne respecte pas les gestes barrières. Mais vous ne pouvez pas dire ça. On est incapable de quantifier aujourd'hui combien de Français ne respectent les gestes barrières ou ne les respectent pas. Et je pense que... D'après les Français eux-mêmes, c'est-à-dire les sondages qui ont été faits sur cette question, croyez-vous, alors quand on pose la question, croyez-vous que les Français respectent, etc., la réponse est non. Bah oui. Mais alors attendez, du coup, quelle est la finalité du raisonnement ? C'est-à-dire que comme aujourd'hui on voit que le virus continue de circuler, que ces attestations finalement ne servent pas à grand-chose, il faut arrêter avec ça et que le ministre arrête de nous embêter avec les contrôles et autres. C'est pas ça, parce que tout le monde veut en finir avec cette épidémie. Le problème, c'est qu'à cause du tout répressif, les gens se voient clandestinement, se voient après 19h, mais à 30 dans un appartement. Le problème, c'est que les espaces de socialisation aujourd'hui ne sont pas encadrés. Par exemple, les gens, ils vont plus boire des verres en terrasse, mais ils vont boire des verres chez eux, sans les masques. Devant les cafés à Paris, vous allez devant les cafés à 18h, vous avez des gens qui prennent à emporter et ils sont en groupe, sans masque, devant les cafés. C'est vrai que... Donc vous êtes contre le confinement et contre les couvre-feux. Moi, je pense mais alors ça veut dire que la police ne doit pas passer à ces terrasses de café verbalisées. Alors. Ils vont faire c'est leur métier, ils font ce que leur dit le chef. C'est pas moi leur chef, donc ils font ce que le dit le chef. Par contre, ce que je dis, c'est que le confinement et le couvre-feu, ça ne fonctionne pas. Donc il faudra arrêter. Il faut changer de stratégie. Par exemple, les gens se voient en appartement et boivent des verres ensemble sans masque et sans respect des gestes barrières. Alors pourquoi, par exemple, ne pas réouvrir les terrasses et avoir une personne qui surveille la bonne application des gestes barrières avec un protocole sanitaire strict, avec des jauges. Les restaurateurs ont passé leur temps à s'adapter. Il fallait s'inscrire, ils ont diminué le nombre de tables, ils ont mis de la distance et on a vu que ça marchait pas et c'est dramatique pour les restaurateurs. Moi j'aimerais beaucoup retourner au restaurant et que mes amis restaurateurs puissent réouvrir, ils ont besoin de leur activité. Mais on a vu que ça marchait pas. Donc en fait au final vous êtes contre le confinement et contre le couvre-feu. Je suis pas contre le confinement et contre le couvre-feu parce que ça m'embête. Que ça ne marche pas. Il faut tout réouvrir et laisser chacun sa responsabilité individuelle. C'est pas vrai. C'est absolument pas ça. Non mais je peux comprendre en allant jusqu'au bout. Laissez-moi. En fait ce que je pense c'est que par exemple, regardez, les salles de cinéma, c'est bête, mais si jamais on met une personne sur chaque siège et qu'on met une personne qui est dans la salle pour regarder que les gens respectent correctement les gestes barrières, et les gens ne vont pas aller dans un cadre clandestin pour aller socialiser sans pouvoir respecter les gestes barrières. Ce que je dis, c'est que, et d'ailleurs beaucoup de Français le voient, beaucoup ne respectent pas les gestes barrières. Donc, arrêtons avec les attestations, arrêtons avec les limitations de circulation et mettons des espaces réglementés, de socialisation encadrés. Donc vous êtes comme Louis Alliot qui veut réouvrir dans le Sud, vous êtes comme l'extrême droite
droite alors. Wow. Non mais j'essaye de jouer un peu comme vous. Là, franchement, vous êtes... Si une bonne idée est une bonne idée, rouvrir les musées avec des jauges, ça me met plutôt pour. Les autres, mais vous n'aimez pas. Non, mais c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit d'inventer des solutions intelligentes, adaptées. Vous aimez faire les procès en extrême droite aux autres, mais vous n'aimez pas qu'on vous les fasse. Vous êtes susceptible. Ça n'a rien à voir avec ça. Regardez, moi je vais Alors, c'est fini. La discussion est terminée. C'est terminé ? La discussion est terminée. On va voir ce que vous avez pensé de la prise de position de Louis Boyard. Plus de solidarité, moins de règles qui sont incompréhensibles et moins de répression. Est-ce que Louis Boyard a raison, Céline Picq? Plutôt oui, oui. Plutôt oui pour Céline Picq. Monsieur Duhamel, Alain. Moi, je conteste le principe même, c'est-à-dire le tout répressif. Je ne considère pas du tout qu'on soit... Alors, je suis complètement contre les attestations, etc., bien entendu, mais je ne considère pas que nous soyons dans un pays qui fonctionne sur le tout répressif. Pas convaincu. Donc, Alain Duhamel, Lydia Guirousse. Pas convaincue, je trouve qu'il y a pas mal d'incohérences dans ce qui a été dit et je ne crois pas, comme Alain Duhamel, qu'on soit dans le tout répressif. Les décisions ont été prises, c'est le rôle du ministre de l'Intérieur de les faire respecter. Vous m'assimilez à l'extrême droite, vous devriez m'apprécier pourtant. Voilà, alors moi je le prends avec humour. On a l'habitude quand on est républicain d'avoir ces procès-là. Dernière prise de position, celle de Céline Picq, qui est avec nous, porte-parole d'Oser le féminisme. Il y a un jugement en appel à suivre demain concernant la créatrice de Balance ton porc. Sandra Muller, jugée en appel pour diffamation. Alors en première instance, elle avait été reconnue coupable d'avoir diffamé Éric Brion, qu'elle accusait de harcèlement. On va réécouter sa réaction en septembre 2019 lors du jugement de première instance. La peur ne doit pas gagner, la peur ne doit pas changer de camp. Je continuerai donc de me battre sur ces questions chaque jour. Le sarcasme s'avère presque inévitable dans ce que peut dire un homme à propos d'une femme qui ne lui a pas cédé. Dans mon cas, le sarcasme est allé très loin. Et vous dites, Céline, qu'une nouvelle condamnation en appel serait terrible, terrible pour la parole des femmes. 90 secondes pour convaincre. Top chrono, c'est à vous. On va revenir quand même très rapidement sur les faits. Il y a eu un tweet qui a été sorti par Sandra Muller qui rapporte des propos que Éric Brion a reconnus. Donc les faits ont été reconnus. Il a bien envoyé cette salve profondément sexiste et elle l'a qualifiée un peu hâtivement de harcèlement, dans le sens courant du terme, mais pas dans le sens juridique du terme. Et pour ça, pour avoir utilisé à tort le mot harcèlement, alors que ça aurait été plutôt une insulte sexiste plutôt que du harcèlement, elle est condamnée aujourd'hui à 15 000 € de prison, plus 5 000 € de frais d'avocat. 15 000 € d'amende. 15 000 € d'amende, pardon. Ouais. Pardon, excusez-moi. Malheureusement, c'est un lapsus parce que il y a tellement... Pardon, 15 000 € d'amende et 5 000 € de frais d'avocat, juste pour avoir utilisé à tort ce mot harcèlement, et à cause du retentissement sur la vie d'Éric Brion. Et là, tout est choquant. Tout est choquant parce qu'en fait, rien n'est prouvé. C'est-à-dire qu'il impute sa mort sociale. Il faut rappeler quand même qu'il avait déjà quitté Equidia et France 2 au moment où le tweet était sorti. Donc, il ne peut pas avoir perdu son boulot. Il ne l'avait déjà plus au moment du tweet. Quant à son divorce, quand même difficile, enfin rien n'a prouvé dans le procès qu'elle était responsable de son divorce. Je pense que quand un couple est solide, clairement, on ne divorce pas simplement pour une phrase qui est sortie comme ça. Je pense que c'est révélateur d'autre chose et ça appartient à Éric Brion et à sa relation qu'il a avec sa femme. Et cette peine est complètement incompréhensible. C'est pour moi une peine, c'est le procès de la honte et ça veut dire simplement à toutes les femmes, taisez-vous, la libération de la parole, ça suffit. Et voilà les mesures de rétorsion qui sont appliquées aujourd'hui pour faire taire les femmes. Et là, la honte doit changer de camp. Et on est là pour dire les choses, pour que cessent ces violences sexistes et sexuelles. Et il faut laisser parler les femmes. Alors, on y va, c'est parti. Monsieur Alain Duhamel. Ah bah non, il faut laisser parler les femmes. Lydia Guirousse. Non, mais moi, vous savez, mon féminisme, c'est avec les hommes. Je ne suis pas contre les hommes, donc je vous en prie, Alain Duhamel. Alors, Alain. Bon, les tweets envoyés n'étaient pas pardonnables. Donc je trouve que c'était des tweets qui étaient extrêmement choquants, qui m'ont choqué. La question de savoir ensuite s'il y a ou non mort sociale de celui qui les avait envoyés, c'est une question qu'on a le droit de se poser.
Mais je dirais que ça n'est pas la question. Pardonnable. Est-ce que c'est de la diffamation ou c'est pas de la diffamation si on est dans un cadre judiciaire? Pas pardonnable. Alors il avait écrit sur Twitter, tu as des gros seins, tu es mon type de femme, je vais te faire jouir toute la nuit, signé Éric Briand, hashtag, voilà. Et derrière... Il les a dit ses propos. Oui, il les a écrits. Mais non, mais attendez, je vous dis que c'est lamentable. Je peux pas vous dire... Je vous dis que ce n'est pas excusable. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Bon, maintenant je reconnais aussi que la question de la mort sociale, c'est vrai que c'est compliqué. Et, quand on traverse des grandes épreuves, même si on en est responsable, quand on traverse des grandes épreuves, que des couples se disloquent, malheureusement, c'est relativement fréquent. Donc, on ne peut pas l'écarter. Pour le reste, moi, je trouve qu'un jugement, ça doit être porté par les magistrats en fonction de la loi, point final. Ils doivent respecter la loi, ben voilà. Maintenant, et si ils décident maintenant, comme ils en ont le droit, que finalement, la première peine ne correspondait pas à ce qui était souhaitable, ben, ils doivent le faire. S'ils pensent le contraire, ils doivent le faire aussi. Et à ce moment-là, je pense et j'espère qu'il y aura, comme c'est maintenant, c'était inimaginable à la génération précédente, mais qu'il y aura une cagnotte qui sera faite pour l'aider à payer son avocat et à payer les frais. Lydia Guirousse. Oui, en fait, dans cette affaire, moi, ce que j'aimerais, c'est que le tribunal médiatique ne se substitue pas à la justice. C'est pas parce que ça fait... formule. Et oui, c'est la grande formule, mais on a des institutions. Il y a des institutions. Ce n'est pas parce qu'on balance, et je déteste ce terme de balancer. C'est pas parce qu'on balance, c'est pas parce qu'on dénonce que la personne dénoncée est forcément coupable. C'est à la justice de faire son travail. Il a reconnu les faits. Il a reconnu les faits. Qu'il soit coupable ou pas, en fait, moi, c'est pas à moi de le décider. Il l'a dit lui-même. Il a dit lui-même, donc c'est pas un tribunal. Mais ce que je dis, que ce n'est pas il y a eu d'autres affaires, si on élargit un peu le spectre, et c'est pas au tribunal médiatique, au buzz, de décider des condamnations. Il y a un juge, il y a des avocats, on porte plainte et on laisse la justice se faire sereinement. Et là, on reste en démocratie. Et alors, il y a un truc que je supporte plus, moi, chez les féministes, c'est qu'il suffit de balancer, on balance son porc, on balance je sais pas quoi pour que les personnes soient condamnées. Et même si, après, on apprend qu'elles sont innocentes, et ben la mort sociale, elle est quand même là. Et je trouve ça dramatique, et je ne crois pas que ça fasse avancer. On va parler 2 minutes de la mort sociale. Ça fasse avancer la cause des femmes. Mort sociale. Je ne crois pas que ça fasse avancer la cause des femmes. Je trouve que c'est quand même hallucinant, parce qu'il n'y a pas de tribunal médiatique. Il y a l'espace du débat public, il y a une liberté d'expression. Et effectivement, il y a des lois sur la liberté d'expression, et de l'autre côté, des lois où on a la possibilité de faire des procès en diffamation si la liberté d'expression est outrepassée, mais il n'y a pas de tribunal médiatique. Il y a le temps judiciaire, il y a le temps du débat. Et aujourd'hui, il y a un débat qui est sur la question des violences sexistes et sexuelles, où les femmes se sont tues pendant trop longtemps. Et pourquoi elles se sont tues pendant trop longtemps? Parce qu'on ne les croyait pas. Et aujourd'hui, il y a un formidable mouvement, et on a besoin d'avoir ce débat. Pourquoi aussi? C'est que quand on voit cette peine aussi disproportionnée, c'est ça qui met aussi beaucoup en colère beaucoup de gens et beaucoup de femmes confiance en la justice. qui est complètement la décision de demain. disproportionnée. La première décision de 15 000 € d'amende est complètement disproportionnée par rapport au fait, la façon dont fonctionne notre système judiciaire, justement pour traiter ces plaintes de harcèlement, justement pour traiter ces plaintes de violences sexistes et sexuelles. Et quand on parle de la mort sociale, est-ce que vous savez que les femmes qui sont harcelées sexuellement, les femmes qui sont victimes de violences au travail et qui portent plainte et qui parlent et qui saisissent la justice, ça c'est un chiffre de l'AVFT, l'association contre les violences faites aux femmes au travail. 95% des femmes qui parlent et qui portent plainte perdent leur travail à la fin. C'est-à-dire qu'il y aura une rupture conventionnelle. C'est deux sujets différents. Non, parce que c'est... Pourquoi on ne parle jamais de la mort sociale des femmes qui sont victimes de violences sexuelles? Mais on est en train de parler de Sandra Muller et de cette affaire et du tribunal médiatique face à la justice qui doit se faire ça briderait la parole des femmes, puisque un vrai mouvement a été enclenché depuis Balance ton porc, MeToo, si jamais Sandra Muller était condamnée du point de vue juste de la loi et des textes de loi. On voit bien que dans la stratégie de défense d'un certain nombre de misogynes, il y a la plainte en diffamation. Et ça permet à beaucoup de femmes vont réfléchir à 2 fois avant d'écrire un tweet. Et on voit bien que c'est la même stratégie que Denis Baupin, par exemple, qui a porté plainte pour diffamation contre les femmes qui étaient victimes. Et c'est une violence inouïe de voir les femmes victimes de Denis Baupin sur le banc des accusés. Il y a une forme d'inversion où il y a
il y a une forme d'impunité quasiment généralisée sur les questions des violences sexistes et sexuelles au travail. Le harcèlement sexuel au travail, c'est quasiment impossible aujourd'hui d'avoir justice aujourd'hui. Et de l'autre côté, on arrive à obtenir des condamnations qui sont complètement disproportionnées par rapport à... En fait, vous ne croyez pas en la justice. Il y a les deux choses. Je m'interroge. Je dis simplement... Selon vous, la justice, c'est quoi? Elle est patriarcale, elle est sexiste? Je dis simplement que le sexisme ne s'arrête pas à la porte des commissariats et le sexisme ne s'arrête pas à la porte de la justice. Vous ne croyez pas aux lois françaises, vous ne croyez pas en l'indépendance de la justice. Arrêtez, vous refaites la même chose. Non, mais je ne défends Je vous prends. Il y a des préjugés, il y a des stéréotypes. C'est ce qu'on appelle le sexisme. Chez les magistrats. Sachant que c'est ce qui est intéressant. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que les magistrats sont en grande majorité des femmes. Mais le sexisme, donc c'est quand même un peu compliqué. Non, mais il faut le dire quand même. Du moment que c'est un élément, Mais attendez, cessez de parler tout le temps en même temps que les autres, enfin. Il faudrait que Madame Côté qui me laisse parler également, je vous laisserai mieux parler. Et puis, il faudrait peut-être que vous me laissiez parler aussi, vous qui avez bien n'a rien dit encore. Allez-y. J'ai juste une question. Qui a lu l'arrêt rendu par le tribunal ici? Moi. Parce qu'en fait, dans l'arrêt, ils disent qu'il y a eu diffamation, alors que pourtant, il a reconnu avoir tenu ses propos. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que quand elle a utilisé le terme harcèlement, elle n'était pas de bonne foi en disant que c'était pas le terme juridique. En fait, cette condamnation, qui en plus est symbolique, c'est celle qui a lancé Balance ton port, elle est même juridiquement et symboliquement complètement à l'ouest. Vous appelez ça tribunal médiatique, mais c'est un débat public sur une décision de justice. Fin de l'histoire. Non, non. Non, mais demain, il y a une décision. Attendons cette décision. Faisons confiance à la justice française. Mais non, mais arrêtons de jeter en pâture. Moi, honnêtement... Je viens de vous expliquer en quoi la première décision était sans fondement. Les vous relations dites, faites confiance à la justice. Dans les années à venir, ça va être très compliqué. Ça va être comme aux États-Unis où les hommes veulent plus prendre l'ascenseur avec une femme parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais vous avez une vision des féministes qui va... Non, mais les néo-féministes, les hommes sont des bourreaux en puissance, les femmes sont des victimes ou des victimes en devenir. 1% des violeurs sont condamnés. Arrêtez ce genre de choses. Donc il faut arrêter ce type de discours. Quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. C'est vraiment le discours des néo-féministes qui aiment il y a une marge de manœuvre sur la justice. Mais quand il s'agit de l'islamisme, vous savez que c'est les chiffres du ministère de la Justice. C'est fini. Alors, votre crainte, c'est que derrière ce jugement, s'il y a une nouvelle condamnation en appel, les femmes n'osent plus parler ou n'osent plus, effectivement, même sur les réseaux sociaux, raconter ce qui leur arrive. Après, la crainte, c'est de donner un nom ou de livrer un nom comme ça de manière publique. C'est peut-être là qu'aujourd'hui est le risque, Céline Pic. Regardez, il y a plein d'affaires en ce moment sur Ménès, etc. Oui, c'est la même histoire. Aujourd'hui, ce sont des comportements qui ne passent plus et qui nécessitent un débat public, tout simplement. Et Ménès, et une action en justice. Alors, il y a deux choses. Il y a l'action en justice, le cas échéant, si les victimes veulent porter plainte contre Ménès pour agression sexuelle, elles le feront. Par contre, que la FIFA ou Canal+ décide de se séparer. FIFA s'est séparé de Ménès, Canal+ fait une enquête interne parce que les temps changent, la honte est en train de changer de camp et ces comportements dans le monde du travail sont extrêmement pénalisants pour les femmes et doivent cesser. Et ça fait partie du débat public. On y va pour ce que vous avez pensé de la prise de position de Céline Pic ce soir. Attention, gare au danger de cette décision, que ça ne bride pas la parole des femmes. Monsieur Alain Duhamel, cette décision de justice, de ce jugement. Moi, Vous n'êtes pas d'accord? Attendez. A priori, je fais confiance à la justice, donc je ne vois pas pourquoi, peut-être que demain, d'ailleurs je le souhaite, il y aura une décision différente du premier degré. Je trouve que je suis en désaccord tout à fait sur le point de savoir s'il y a ou non tribunal médiatique. Bien sûr qu'il y a un tribunal médiatique permanent, pas spécialement sur les femmes. En règle générale, il y a un tribunal médiatique. C'est-à-dire que sur un fait qui existe, brusquement, ça devient une explosion d'informations et ça formate l'opinion. Bon, sur le reste, sur le fond de ce que vous disiez, malheureusement, vous avez raison. Alors, Lydia Guirous. Pas convaincue et je trouve qu'il y a un glissement qui est assez dangereux où aujourd'hui on balance, on jette des noms en pâture, on laisse pas la justice d'abord faire son travail. Moi j'ai confiance en la justice, je rappelle juste que la majorité des magistrats sont des magistrates et que quand on jette le nom en pâture d'une personne, lorsqu'il est innocenté, ça fait un filet dans la presse et il faut y penser, il faut pas être dans cette société de la... Voilà, du balance et d'une espèce de guerre des sexes.
Louis Boyard. Dans la mesure où j'ai lu l'arrêt de la Cour que j'ai débattu pendant 10 minutes, je suis convaincu parce que je comprends que c'est absolument sans fondement. Et s'il vous plaît, avant de faire des grands états d'âme de 10 minutes, lisez les arrêts du tribunal, s'il vous plaît. Merci, messieurs, dames, d'avoir débattu ce soir. On se retrouve demain, 20h, pour Qui va vous convaincre et 19h, 120 pour News. Dans un instant, des Zooms, Aurélie Casse. Bonne soirée sur BFM TV.